Le plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine a été largement modifié après les négociations à Genève, sous l'influence de l'Ukraine et de la contre-proposition européenne. Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé qu'aucun plan de paix ne serait accepté sans prendre en compte tous les souhaits de l'Ukraine et de l'Europe. Dans cet épisode, je propose de discuter des principaux événements autour du plan de paix avant et après la rencontre à Genève, ainsi que de ce à quoi il faut s'attendre par la suite. Rassemblons toutes les pièces du puzzle pour comprendre à quoi ressemblait le plan au début. Comment Donald Trump a-t-il tenté de pousser l'Ukraine à capituler, qu'a finalement proposé l'Europe, et à quoi ressemble le plan de paix aujourd'hui, après les négociations à Genève? Nous parlerons également d'un document distinct que l'Ukraine et les États-Unis ont approuvé hier, mais dont les médias ne parlent pas actuellement. Il y a un plan de paix, mais il y a aussi un autre document, qui est très important pour l'Ukraine, mais qui n'est pas vraiment mis en avant en ce moment. En général, nous allons parler de tout cela de manière globale. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en effectuant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les informations indiquées dans la description de cette vidéo. La veille, l'Ukraine et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe après leur négociation à Genève le 23 novembre sur la paix. Les parties m'ont déclaré avoir préparé un document cadre actualisé et amélioré sur la paix. Ont assisté aux réunions Mark Rubio, secrétaire d'État américain, Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, Dan Driscoll, ministre de l'armée américaine ayant récemment visité Kiev, et Jared Kushner, conseiller et gendre de Trump. L'Ukraine était représentée par une délégation menée par Andriy Yermak, chef du bureau du président, et Rustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. La déclaration conjointe souligne que tout accord futur doit respecter pleinement la souveraineté de l'Ukraine et garantir une paix durable et juste. Kyiv et Washington sont convenus de poursuivre dans les prochains jours un travail intensif sur des propositions communes. Ils resteront également en contact étroit avec leurs partenaires européens au cours de la poursuite du processus. La décision finale concernant ce document cadre sera prise par les présidents de l'Ukraine et des États-Unis, après quoi ce plan sera transmis aux Russes. Le secrétaire d'État américain Mark Rubio a déclaré à l'issue des négociations que la journée avait été la plus productive de toute la coopération pour la paix, tout en reconnaissant que le travail se poursuivait. Dans le même temps, il a souligné que les parties avaient considérablement réduit la liste des questions non résolues et que le plan lui-même était passé de 28 à 19 points. Donald Trump, président américain, avait fixé la date limite d'accord avec l'Ukraine au 27 novembre, Thanksgiving, mais l'a désormais assoupli. Il a qualifié ce délai de provisoire. Il a déclaré que ce plan n'était pas une proposition définitive. Mark Rubio a déclaré à son tour, je cite, il a indiqué que la date limite imposée par le président des États-Unis pour la signature de l'accord de paix par l'Ukraine pourrait être reportée. Qu'a-t-on réussi à convenir à Genève? Ni Mark Rubio, ni la Maison-Blanche, ni le bureau du président ukrainien n'ont encore officiellement fourni de détails concernant tout progrès réalisé lors des négociations à Genève. Cependant, selon des sources, les parties se sont accordées sur la plupart des dispositions du plan américain et de nombreux points litigieux ont été ajustés. Parmi eux figure la question du nombre des forces armées ukrainiennes, celle de la centrale nucléaire de Zaporijia, ainsi que le format de l'échange de prisonniers et du retour des personnes condamnées. En revanche, les points concernant les territoires et l'inscription dans la constitution de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, les délégations ont convenu de les laisser de côté. Ils doivent être discutés et validés par les présidents Zelensky et Trump. Leur rencontre pourrait avoir lieu cette semaine ou la suivante. Non, pas cette semaine. Des sources confirment que ce n'est pas prévu. Ce sera sûrement la semaine prochaine. Selon Columbia Broadcasting System News, une visite possible de Zelensky aux États-Unis est en discussion, et la date exacte dépendra des négociations. Ce que l'Ukraine a proposé lors des négociations à Genève, on sait que l'Ukraine a une contre-proposition pour les États-Unis. Et voici que deux sources d'Axios, au fait des négociations à Genève, ont indiqué que les déclarations optimistes de Rubio et Yermak ont été faites quelques heures après une réunion tendue, disent-ils.
Lors de la réunion, la partie américaine a accusé les Ukrainiens d'avoir divulgué des détails négatifs de ce plan à la presse américaine. Disent-ils, pourquoi avez-vous permis que ce plan de paix de Vitkov et Dmitriev soit divulgué à la presse ? La délégation ukrainienne aurait accepté de publier ensuite une déclaration positive de l'un de ses négociateurs afin d'apaiser un peu la situation. Plus tard dans la même journée, la partie ukrainienne a présenté une contre-proposition en demandant d'apporter des modifications au plan de Trump. Les États-Unis se disent prêts à modifier leur position selon la contre-proposition ukrainienne. Et, comme on le sait, les contre-propositions de l'Ukraine ont été coordonnées avec l'Europe. Et c'est ce dont nous allons parler ensuite. Passons à la question suivante. Quelle est l'essence du plan américain et quelles sont les contre-propositions européennes ? Selon la version initiale du plan de paix en 28 points, sur lequel Vitkov, Rubio et le russe Dmitriev ont travaillé discrètement au cours du dernier mois, l'Ukraine en particulier aurait dû réduire les effectifs de ses forces armées à 600 000, renoncer au Donbass, accepter de ne jamais rejoindre l'OTAN, accepter une amnistie totale pour les Russes soupçonnés de crimes de guerre. Mais il est important de noter qu'en plus de ce plan, il existe un autre document supplémentaire intitulé « Accord cadre sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine », qui, comme indiqué dans son texte, est basé sur le modèle des principes de l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Cet accord cadre, qui n'est pas particulièrement discuté publiquement pour une raison quelconque, contient 3 points clés. Le président des États-Unis peut utiliser des forces militaires, le renseignement, un soutien logistique, des mesures économiques et diplomatiques, ainsi que d'autres actions qu'il jugera appropriées dans le cas où la Russie attaquerait à nouveau l'Ukraine. Ensuite, l'OTAN, ainsi que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne et la Finlande s'engagent à agir de manière coordonnée avec les États-Unis en cas d'agression contre l'Ukraine. L'accord cadre dure 10 ans, avec option de prolongation. Donc ce document est très intéressant et s'il est réellement adopté sous cette forme, cela ressemble déjà plus ou moins à des garanties de sécurité clairement définies. Quant aux Européens, ils ont présenté leurs propres contre-propositions, dans lesquelles ils rejettent certaines des conditions du plan américain. Comme l'écrit The Telegraph, ces propositions prévoient une limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes à 800 000 personnes en temps de paix, et plus en temps de guerre. Et la décision concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN doit dépendre du consensus concret des membres de l'Alliance, et non des souhaits du Kremlin. Parmi d'autres choses, l'Ukraine recevra une compensation financière, notamment grâce aux avoirs russes qui resteront gelés tant que Moscou n'aura pas entièrement indemnisé les dommages causés à l'Ukraine. Kyiv promet de ne pas reprendre les territoires occupés, uniquement par la voie militaire. Les négociations territoriales débuteront à la ligne de contact, et l'Ukraine tiendra des élections au plus vite après le cessez-le-feu. Après la signature de l'accord de paix, l'Ukraine recevra des garanties de sécurité des États-Unis, similaires à l'article 5 de l'OTAN. Cependant, par exemple, selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, la Fédération de Russie continue de rejeter toute proposition de paix, absolument toute, y compris le plan initial en 28 points des États-Unis, qui ne répond pas aux exigences de longue date de Moscou concernant la destruction de l'État ukrainien et l'affaiblissement de l'OTAN. Autrement dit, à l'Institut pour l'étude de la guerre, ils disent clairement qu'ils tergiversent. Ils vont encore jouer avec ce plan, ils vont encore trouver des points avec lesquels ils ne sont pas d'accord, et au final, ils le rejetteront quand même. Les analystes pensent, hélas, que la Russie n'acceptera qu'un plan de paix impliquant la capitulation effective de l'Ukraine. C'est pourquoi, comme on dit, ce n'est que le début du chemin vers la paix tant attendu. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.